Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est docteur spécialiste de paix et sécurité dans la Corne de l'Afrique, Djibouti, Somalie, Éthiopie, Érythrée, des pays qui sont ses terrains de recherche. Le think tank Viking Africa vient de publier une de ses notes détaillées, très riche, sur la situation géostratégique dans cette Corne de l'Afrique, où désormais les cartes sont en train d'être redistribuées. Docteur Rukia Osman, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai lu votre dernière recherche et nous allons en parler dans un instant. J'aimerais juste que nous ouvrions une parenthèse parce que vous arrivez dans un contexte où le chef de l'État français était il y a quelques jours à Djibouti. Qu'est-ce que ça nous dit, ce déplacement du président français à Djibouti? La dernière fois qu'un chef d'État y a été, ça remonte à quoi, 1987? Exactement. C'était la visite de François Mitterrand à Djibouti en 87. Oui. Il est resté 2 jours dans le cadre d'une... C'était une visite officielle. Oui. Et Macron intervient dans un contexte de reconfiguration géopolitique. Oui. Cette visite est purement militaire. Ah. Donc c'est un chef d'État qui va voir ses troupes oui. pour le rencontrer, en fait. Donc, et ce que les téléspectateurs ne savent peut-être pas, c'est que le plus grand contingent français qui existe sur une base militaire à l'extérieur de la France se trouve à Djibouti. Exactement, c'est la plus grande base militaire française oui. dans le monde. 1450 hommes sont là. La France est venue, elle est là depuis 1885 à Djibouti. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France a été la seule puissance, oui. Occidentale à être présente jusqu'à dans les années 2000. Oui. Donc ces petits précarés, en fait, elle a perdu, elle avait ce monopole, ce prestige qu'elle a perdu parce qu'au fur et à mesure, les Américains, les Japonais, les Chinois s'installeront pour deux situations totalement différentes. Et les pays du Golfe aussi, bientôt vont venir s'installer là aussi. Exactement, là il y a déjà une discussion, enfin si c'est déjà pas fait, sur l'Arabie Saoudite qui veut installer aussi une base militaire là. Et donc vous me dites que c'est un chef d'armée qui va voir ses troupes. Ça ne change finalement pas parce que dès sa prise de fonction d'ailleurs, il avait choisi le Mali pour aller voir aussi des militaires, c'est ça en fait. Il se pose toujours en chef de l'armée. Exactement, exactement. C'est un chef d'armée quand tu vas voir des pays où il y a des forces françaises très importantes et qui sont dans des zones, dans des zones stratégiques. Le Mali, comme Djibouti, sont sur le front de la guerre contre le djihadisme, le terrorisme. Donc, dès que le président français se déplace, il y a la casquette du chef d'armée qui ressort automatiquement. Et ça, on peut pas le vouloir. C'est incroyable. Pourquoi a-t-il passé si peu de temps sur place ? Cette visite, après tout ce qu'on a entendu, n'était pas forcément vraiment prévue, en fait. Mais ce qu'il faut dire ici, c'est aussi une page historique. Et c'est un message aussi qu'il envoie, surtout aux Chinois, de dire la France est là, la France est encore là. Elle ne va pas se laisser faire, la France. Elle ne va pas se laisser faire face à la Chine, qui est très grandissante dans ce pays, surtout à Djibouti. Donc c'est un message, c'est un signal qu'il envoie à la Chine pour dire... Peut-être on n'a pas fait grand-chose à Djibouti, mais on est là physiquement et la France est là aux côtés des Djiboutiens pour... Quitte à y séjourner quelques heures, histoire de marquer le coup, ne serait-ce que de façon diplomatique. Vous rappeliez le contexte dans lequel le président arrive. Ce contexte, il faut qu'on l'explique à nos téléspectateurs pour qu'ils le comprennent. C'est que dans cette corne de l'Afrique, pendant longtemps, on a vécu dans une forme de léthargie, et ça, je l'apprends dans votre note, et tout d'un coup, il va se passer quelque chose d'incroyable. C'est que vers décembre, on va apprendre que l'Érythrée et l'Éthiopie, qui sont des frères ennemis à la base, vont se réconcilier. Et là, j'apprends quelque chose que je ne savais pas dans votre note. Et cette réconciliation ne s'est pas faite comme ça.
Exactement. En fait, même s'il y avait des discussions en cours, déjà, il faut savoir cette corne de l'Afrique, c'est une zone qui est en guerre depuis très longtemps. Des guerres intestines, des guerres interétatiques, intra-étatiques. C'est une zone en ébullition depuis très longtemps et qui a laissé été à l'abandon, en fait. Et cette réconfiguration, elle intervient dans un moment où les États du Golfe sont entrés en guerre au Yémen. Donc, cette guerre au Yémen a affecté en fait la rive africaine de l'autre côté de la mer Rouge. Donc, c'est la militarisation accrue des États du Golfe. Les Émirats arabes unis ont obtenu une base militaire en Érythrée et puis en Somaliland. Et l'Arabie saoudite a une base à Djibouti. Donc c'est ce qui a poussé en quelque sorte cette réconfiguration. Ça a précipité. C'est la guerre au Yémen qui a précipité cette réconciliation que nous avons vue entre l'Éthiopie. Vous dites que donc c'est l'une des conséquences de la guerre au Yémen, en fait. La guerre au Yémen, oui. Et puis en fait, il y a deux facteurs qu'il faut soulever dans cette réconfiguration. C'était une réconfiguration que j'ai appelée inattendue, certes, mais qui a été monnayée. Il y a eu un échange. L'Éthiopie, avec son croissance exemplaire du continent, c'est une croissance à des chiffres, il faut savoir qu'elle traverse aussi une crise monétaire, en fait. Et les Émirats arabes unis ont injecté 3 milliards, en fait. De la liquidité dans l'économie éthiopienne. Exactement. Et puis, en Érythrée, elle a obtenu une base. Donc, c'était un échange pour réconcilier les deux pays frères. Cette information, je ne la connaissais pas. Je l'ai lue dans votre note publiée par Viking Africa. C'est que donc, désormais, nous savons que derrière la réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée, il y a eu les Émirats arabes unis, il y a l'Arabie saoudite, poussée un peu par l'Égypte. Mais est-ce que nous ne sommes pas dans une espèce de guerre froide? Parce que de l'autre côté, on a quoi? On a la Turquie. De l'autre côté, on a l'Iran aussi, c'est ça. Et on a même le Qatar. Exactement. La Corne de l'Afrique, c'est devenu en fait le terrain d'observation de deux blocs. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, soutenue par les États-Unis et l'Égypte, et de l'autre côté, le Qatar, la Turquie et l'Iran. Donc cette confrontation, vous le voyez sur le terrain, d'après les dispositions et les logistiques. La Turquie est présente en Somalie, elle a une base, et puis elle intervient humanitairement. La plus grande explosion qu'il y a eu en Somalie, où il y a fait 500 morts il y a 2 ans de cela, la Turquie, elle a mis en place des logistiques. Pour qu'on puisse amener les blessés en Turquie, et essayer de les soigner et tout ça. Exactement. Donc vous voyez, c'est les positionnements à travers cette région, en fait, où les pions se placent, et cette réconfiguration ne s'est pas faite au hasard. C'est une réconfiguration, que dites-vous, est en train de se faire au détriment d'un État, c'est Djibouti. Exactement. C'est le grand perdant dans cette affaire. Exactement. Djibouti est le grand perdant dans cette affaire. Il est isolé, il est mis à l'écart, malgré une poignée historique entre Isaias Afwerki et le président Ismaïl Omar Guelleh à Jeddah. Et puis, malgré même l'arrivée du ministre des Affaires étrangères érythréen à Djibouti, la paix n'y est pas encore. Et puis, on se demande... pourquoi il n'y a pas cette paix? Moi, dans cette main, c'est que l'analyse que j'ai sortie, le point d'éclairage qui est sorti, c'est que c'est les Émirats arabes unis qui bloquent en fait cette réconciliation Érythrée et Djibouti, et c'est dû à l'expropriation abusive qu'il y a eu du côté du port de DP World à Djibouti. Et donc, il y a quelque chose qui se déroule sous nos yeux, en fait. Nous sommes spectateurs. On applaudit évidemment le Premier ministre Abiy Ahmed et on dit c'est un Premier ministre jeune, réformateur, qui arrive à la tête de l'Éthiopie et qui a des idées novatrices, qui veut amener l'Éthiopie quelque part. Mais en réalité, il y a des gens qui tirent des ficelles derrière.
Exactement. Il y a non seulement ces gens qui tirent des ficelles à l'intérieur, oui. c'est vrai, ça c'est le costume qu'on a donné à Abiy Ahmed, et puis il faut le dire, il arrive dans un contexte très difficile de l'Éthiopie, état d'urgence, pas de Premier ministre, une situation ethnopolitique grandissante. Oui. Il arrive donc un vent de fraîcheur, du dynamisme réformateur. Le point qu'il faut soulever, c'est qu'en fait, il y a ce costume qu'il a de réconciliateur dans la Corne de l'Afrique, oui. avec le tandem qu'il mène avec l'Érythrée, et puis la réconciliation récemment qu'il a fait entre le Kenya oui. et la Somalie. Les observateurs se demandent... c'est un génie, on se dit c'est un génie. Lui, il arrive, il a une baguette magique, il dit, bon, parlez-vous parce qu'on est fatigué, et tout le monde se parle, c'est incroyable. C'est incroyable, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, la situation sociale oui. et ethnique en Éthiopie est grandissante. Et puis, il y a les questions sécessionnistes à caractère ethnique qui se sont très prononcées. Avant, il n'y avait que les Oromos qui étaient pour une séparation de l'Éthiopie ou les Amharas et les Tigrés. Oui. Maintenant, il y a la région Somalie qui s'y met, il y a la région aussi Afar qui veulent se séparer de l'Éthiopie. Donc, le fédéralisme de l'État éthiopien oui. est très, très fragilisé. Donc, la situation politique oui. Et sociale de l'Éthiopie est vraiment très... Ça, c'est l'une des conclusions de votre note. On ne va pas tout dévoiler pour que les gens puissent aller le lire parce que c'est très intéressant. C'est l'une des conclusions de votre note. Vous dites, attention, c'est vrai qu'il y a une réconciliation. C'est vrai qu'il y a une forme de paix qui est en train de s'installer dans la région. Mais faites vraiment attention parce qu'il y a encore des rancœurs entre pays, des rancœurs entre ethnies, des rancœurs à l'intérieur même des pays qui au grand jour se réconcilient. Exactement. Il y a autant de points de tension entre pays qu'à oui. l'intérieur des États. Donc, les points de tension, on le sait très bien, Érythrée, Djibouti, Somalie, Somaliland, et puis à l'intérieur même de l'État éthiopien. Oui. Donc, ce que je dis un petit peu que l'Éthiopie pourrait se fragmenter comme pourrait peut-être devenir comme une ex-Yougoslavie et puis se fragmenter en plusieurs petits États parce que le caractère sécessionniste est là et très fort. Est très très fort, plus fort que jamais. Et puis ce n'est plus qu'une seule région qui porte cette voix, mais quasiment toutes les régions de l'Éthiopie portent cette voix. Et c'est ça qui fait peur. D'un côté, de voir un Premier ministre oui. jeune, frère, volontariste qui fait partout, qui prêche la bonne parole et puis qui prêche la réconciliation. Et de l'autre côté, de voir que son pays, son propre pays, il y a un gros problème ethnopolitique grandissant. Il y a une autre conséquence de cette reconfiguration dans cette corne de l'Afrique. Elle est intéressante à monographier, cette corne de l'Afrique, parce qu'il s'y passe énormément de choses. Et sans doute que dans les années à venir, cette corne de l'Afrique, on en entendra encore beaucoup parler. C'est que, tout d'un coup, le président Afewerki, qui était absolument infréquentable, qui était relégué au banc du Kim Jong-un de l'Afrique, va devenir le monsieur propre tout d'un coup. Exactement. C'est l'autre conséquence de la reconfiguration. Ouais, là, c'est l'Érythrée, elle a eu un effet positif en oui. fait de la guerre qui se mène malheureusement. En fait, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Oui. Et puis la guerre qui se passe du côté du Yémen oui. a eu un effet positif, un impact positif pour l'Érythrée. Pour l'Érythrée, parce que l'installation de la base militaire des Émirats Arabes Unis en Érythrée oui. a adouci l'image du président érythréen, en l'occurrence du pays, oui. et puis l'a mené sur la scène régionale. Oui. Là, il faut savoir qu'il y a à peine une semaine, il a reçu des représentants du Congrès américain. Donc oui. ça fait plus de 14 ans. Ce qui n'était plus jamais arrivé il y a si longtemps. Il y a si longtemps. Et il a reçu aussi le président Kenyatta oui. En Érythrée. Donc là, tout d'un coup, on se dit l'Érythrée devient un acteur incontournable de la Corne de l'Afrique. Il y a peu de temps, on n'aurait pas du tout imaginé. Et ça, c'est hyper important à souligner. Mais par contre, ce qu'il faut aussi soulever, c'est que l'Érythrée reste toutefois
très fermé. Oui. Même s'il y a eu une ouverture entre l'Éthiopie et l'Érythrée, même s'il y a la réconciliation entre ces deux frères ennemis, les Érythréens continuent encore à fuir. Et la peur et la pression est encore là. Oui. Est-ce qu'en laps de temps, on ne peut pas dire que... un pays qui a été longtemps qualifié de Corée du Nord de l'Afrique puisse devenir démocratique du jour au lendemain. Du jour au lendemain. En laissant le temps au temps. Et puis, mais en tout cas, ce qui ressort de cette note et de cette analyse, c'est l'image d'Isaias Afewerki. C'est lui le grand gagnant de cette reconfiguration. Et le grand perdant, voilà, on le sait qui c'est. Et le grand perdant, c'est Djibouti et évidemment le président Ismaïl Omar Guelleh. Je me suis demandé pourquoi avez-vous intitulé votre étude « Le jeu dangereux de la reconfiguration géopolitique ». Qui joue à un jeu et en quoi ce jeu est-il dangereux? Les jeux qui jouent là, les gens qui mènent la danse, c'est les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, oui, qui jouent un jeu qui est militariser cette zone et puis s'en rentrer en force, en fait, par rapport à la guerre qu'ils mènent au Yémen. Dangereux à ce sens-là, et c'est dangereux aussi pour la population, pour le peuple, en fait, parce qu'il n'y a jamais eu autant de points de tension entre ces pays-là. Donc, quand on dit réconfiguration, et on dit il y a une paix, il y a un espoir, alors que non, en fait, tout ça, c'est du vernis. C'est une façade. C'est une façade, en fait. C'est ce qu'on nous fait voir, en fait. Mais en réalité, c'est que ces pays-là sont traversés par des tensions. Est-ce que ces tensions, ce sera ma dernière question, est-ce que ces tensions peuvent avoir un impact négatif plus longtemps sur la zone? Est-ce que cette paix fragile que nous voyons aujourd'hui, est-ce qu'elle pourrait voler en éclats à la moindre étincelle, par exemple? Exactement, elle peut voler parce que c'est fragile, c'est pas encore solide. Et puis, il y a des États qui tirent les ficelles. Donc, c'est pas quelque chose qui vient des pays, en fait, entre eux, qui ont décidé de faire la paix. Il y a des intérêts extérieurs, il y a des facteurs exogènes, en fait. Oui. Donc, tout ça rend encore beaucoup plus fragile cette paix, en fait, qui reste très... Et donc, vous dites qu'en réalité, il faudra attendre, ne pas crier victoire trop tôt et ne pas célébrer la paix trop tôt non plus. Il faut prendre acte que, par exemple, l'Éthiopie, l'Érythrée ont décidé de faire la paix. Il faut prendre acte que le Kenya va parler avec la Somalie. Il faut prendre acte que le Kenya va parler avec l'Érythrée. Mais tout ça est très fragile. Voilà, il faut saluer les efforts qui ont été faits, tout en disant qu'il y a des jeux derrière, tout en disant qu'il y a d'autres qui tirent les ficelles. Mais attendons un petit peu ce qui va se passer et comment la Corne de l'Afrique, elle va évoluer. En tout cas, c'est que cette région, on en parlera encore, parce que c'est une question très, très stratégique qui attire les convoitises et qui attire le regard. Mais on parle très, très peu et on est très mal à cette région. D'autant plus qu'il faut jeter un regard très, très pointu, en fait. Est-ce que vous savez quel pays vous allez monographier pour la prochaine étude ou pour l'instant, il faut attendre un peu encore? Il faut attendre un peu, j'ai mes idées. J'ai mes idées qui sont très arrêtées. Voilà, vous dévoilerez la prochaine fois, mais un sujet très, très intéressant et très important. Très important, très important sous un autre angle et qui va susciter beaucoup de réactions. Très bien. Roukia Osman, merci. Docteur spécialiste des questions de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique. Vous avez publié aussi un livre, c'est ça, intitulé Djibouti, c'est ça? Exactement. Aux éditions Debout, on dit. Exactement. Djibouti, Somalie, Éthiopie, Érythrée, je rappelle quand même pour que ceux qui ne vous connaissent pas le sachent désormais, ce sont vos terrains de recherche et je l'ai dit au début de cette émission, le think tank Thinking Africa vient de publier une de vos études, de vos notes très, très riche sur la situation géostratégique dans cette corne de l'Afrique. La note est intitulée, je vais le dire, pour que ceux qui ont envie de lire cette note aillent sur le site www.thinkingafrica.org. C'est intitulé « Le jeu dangereux de la reconfiguration géopolitique de la corne de l'Afrique ». C'est à lire absolument pour comprendre ce qui se passe dans cette partie du continent. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programme. Évidemment, sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.